Et on va plus loin avec Marie-Roger Billois, directrice du groupe africain international. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. De retour ici à Paris après un séjour à Yaoundé. On avait pris l'habitude effectivement de vous voir de là-bas. Bruno Darou est également avec nous, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Rien n'arrête la Russie pour l'heure. Moscou a à nouveau bombardé les villes ukrainiennes et provoqué des morts civiles par dizaines et des coupures de courant. Face à ces frappes ininterrompues d'une violence inédite depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclame des systèmes de défense modernes et efficaces. Écoutez. Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine. Des millions de personnes seront reconnaissantes au G7 pour une telle assistance. Un bouclier aérien dont est jusque-là démunie l'Ukraine, c'est le talon d'Achille des Ukrainiens à ce stade pour véritablement renverser la vapeur, Bruno. Oui, en tout cas, c'est un des talons d'Achille, mais qui se révèle évidemment de manière très forte ces jours-ci. Au passage, on voit que Volodymyr Zelensky est toujours hyper réactif sur les événements, puisque ça se passe et dès le lendemain, il a cette visioconférence avec les leaders du G7 et il dit, voyez, on ne peut pas rester dans cette situation, ce qui factuellement est vrai, puisque on a vu quand même que les Russes ont envoyé un peu plus de 80 missiles, la moitié quand même ont été interceptés, ce qui veut dire que les Ukrainiens ont quand même des systèmes de défense antiaérienne, mais à l'évidence ce n'est pas suffisant. Donc là, il dit aux leaders du G7, il nous faut absolument aller plus loin, c'est le cas de le dire, et notamment l'Allemagne s'est engagée à fournir des systèmes de défense antiaérien beaucoup plus modernes, dont l'un est carrément à 360 degrés, elle en a promis 4 en tout, et les Américains aussi vont renforcer ce dispositif. Après, toute la question, c'est de savoir dans combien de temps ces dispositifs vont arriver et à quel moment ils seront opérationnel. Demande faite au pays du G7 avant une réunion demain et jeudi des ministres de la Défense de l'OTAN et leurs alliés au sein du groupe de contact où il sera aussi question du stock de munitions. C'est désormais une question de ressources en armement. Marie-Roger, la guerre tournera pour qui sait tenir dans la durée? Eh bien, je crois que là, il y a une espèce d'accélération et ponctuel soutien en Crimée et là, bombardement de plusieurs villes. Et je crois qu'il s'agit de voir si la Russie est tout aussi isolée qu'on le pense. Là, Bruno rappelle la réactivité de Zelensky, déjà au front, mais la Russie aussi a quelques cartes. Parce qu'on a vu, déjà, il y a l'Assemblée générale qui a démarré hier normalement pour condamner l'annexion des États, enfin, de cette partie... Des territoires des 4 régions. Oui. Des 4 régions d'Ukraine. Mais ça va être quand même le moment de voir si l'appui à la Russie a gagné du terrain ou elle n'a pas perdu. Et c'est intéressant parce qu'on a vu, là, ce qui me remonte du terrain en Afrique avec les interlocuteurs, c'est qu'il y a d'un côté une forme d'exaspération à voir que, mais les Occidentaux ne s'occupent que de l'Ukraine, il n'y a pas que ça, bon, c'est grave, etc. Mais aussi une forme de désenchantement vis-à-vis de la Russie, ses méthodes, tous ces bombardements, enfin, ces crimes de guerre, la façon dont tout ça est mené. Et il faut toujours rappeler que les Africains ne soutiennent pas l'invasion de l'Ukraine, c'est seulement qu'ils ne veulent pas trop se mêler, mais ils ne soutiennent pas du tout. Il ne faut pas croire ça. Ils ne soutiennent pas l'annexion. Et donc là, et aussi sur le terrain, la Russie, on a vu... n'a pas beaucoup aidé le Mali, ne voit pas trop l'intérêt. On commence à se demander si ça vaut vraiment le coup, c'est-à-dire cette détestation de la France, est-ce que la Russie est vraiment le partenaire idéal, etc. Donc, on va voir, là, cette semaine, et aussi, il y avait la visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a été au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, notamment avant d'interrompre son voyage. Mais voilà, pour demander des appuis. Et là, cette semaine, on a un test grandeur nature pour voir si tout ça a porté. D'autant plus que quand même, on a vu l'Arabie saoudite qui a quand même humilié lourdement les États-Unis au profit de la Russie, hein, n'est-ce pas, en réduisant la production de pétrole, malgré la visite quand même infamante de Biden en juillet. Donc, je crois que c'est un moment clé
ça compte quand même diplomatiquement où se trouve la Russie aujourd'hui et ça va la renforcer ou affaiblir. L'OTAN qui dit vouloir augmenter son propre stock de munitions et d'équipements pour faire face à toute attaque contre un de ses membres, tout en étant en mesure de continuer à livrer des armes à l'Ukraine. C'est la quadrature du cercle à laquelle fait face un pays comme la France, Bruno, aujourd'hui. Oui, et pas seulement. Livrer sans se mettre en danger. Oui, c'est le problème d'un pays comme la France, mais pas uniquement. Hein. Alors effectivement, la France, là, le budget de la défense va passer, je crois, de 40 à 43 milliards d'euros, donc c'est un bond assez significatif, parce que en fait, à l'occasion de cette guerre, certains pays, comme la France, qui croyaient être plutôt assez bien dotés, s'aperçoivent qu'il y a des manques assez criants dans certains domaines, alors notamment le stockage de munitions, et en même temps, il faut aussi renforcer effectivement le front global de l'OTAN. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, vient d'annoncer qu'elle va déployer des chars Leclerc en Roumanie et mettre des Rafales en Lituanie. Et en même temps, il faut continuer à fournir de l'aide militaire et financière à l'Ukraine. Donc tout ça, effectivement, fait beaucoup. C'est un peu une quadrature du cercle. Mais en fait, les pays de l'OTAN n'ont pas trop le choix parce qu'il faut aussi envoyer à Vladimir Poutine un message un peu préventif aux frontières de l'OTAN. Si jamais l'idée lui passait par la tête, eh bien, il trouverait évidemment beaucoup plus d'armement qu'avant le 24 février désormais. Alors après, certains pays contribuent plus que d'autres. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la France n'est pas forcément le meilleur élève. Hein. Par exemple, les États-Unis sont très très loin devant en termes de milliards d'euros ou de dollars d'aide à l'Ukraine. Mais par exemple, le Royaume-Uni a fourni près de 4 milliards d'euros d'aide. La France est à 220 millions. Vous voyez, donc pour le moment, on est quand même assez loin. Marie-Roger, il y a quand même ce déploiement dont faisait part à l'instant Bruno. On apprend du ministère des Armées Sébastien Lecornu que la France renforce ses capacités défensives sur le front est de l'Europe. On craint d'être entraîné dans le conflit ? Eh bien voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, que pour les Occidentaux maintenant, notamment les membres de l'OTAN, l'enjeu c'est cette non-belligérance. Jusqu'à quand ils vont pouvoir rester dans cet équilibrisme, l'envoi des armes et de plus en plus, les Russes, depuis le début, disent oui, l'Amérique est dans la guerre, l'OTAN est dans la guerre, et c'est eux, en fait, que nous combattons. Mais jusqu'à quand on va attendre que la Russie bombarde l'Ukraine et sans rien faire, juste en disant on fournit des armes? Je crois que sans compter le sabotage qu'on a observé, par exemple, dans le cas des gazoducs Nord Stream en territoire européen. Absolument. Et jusqu'à quand on va pouvoir tenir cette position qui est quand même très inconfortable et qui ne conduit pas à des résultats décisifs. Est-ce qu'on veut que l'Ukraine gagne ou on veut juste que la Russie perde? C'est pas très clair. C'est pas très clair. Et en fait, on ne sait pas très bien, de ce point de vue-là, Vladimir Poutine est encore un peu en position de force, parce que c'est lui quand même qui était à l'initiative, c'est lui qui agresse. Il a développé dans son discours de l'annexion des 4 territoires ukrainiens, les 2 tiers de son discours étaient une espèce de diatribe anti-occidentale totalement construite, très, très virulente, presque une guerre de civilisation, ce qui lui assure d'ailleurs certains appuis un peu ailleurs dans le monde, par ailleurs. Mais en fait, donc il dit à l'Occident, quand même, je vous ai déclaré la guerre. Mais ça veut dire quoi après concrètement? Jusqu'où il veut aller, jusqu'où il peut aller? Et là, on va dire que pour le moment, l'OTAN, c'est un peu un principe de précaution. On bétonne un peu nos frontières pour, encore une fois, lui faire passer le message que ça ne sera pas accepté. Après, la co-belligérance, effectivement, ça devient difficile parce que le Kremlin fait savoir ces dernières heures que, par exemple, l'envoi de systèmes de défense antiaérienne, pour le Kremlin, c'était un peu une ligne rouge en matière de passage à la belligérance directe aux côtés de l'Ukraine. Cela dit, ce n'est pas la première fois que le Kremlin tient ce genre de discours. Mais vous voyez, il tient encore un peu Vladimir Poutine, ses interlocuteurs un peu dans sa main, de ce point de vue-là. Enfin, mais quand même, il y a un message très important qui a été envoyé par Biden en lui disant il n'y a pas de petites armes nucléaires, les armes tactiques, ça n'existe pas. Armageddon, hein, voilà, si vous utilisez le nucléaire, c'est le nucléaire, et ça, on ne va pas le laisser faire. Je crois que Biden a très envie de se rattraper parce que on est nombreux à considérer qu'il a quand même été un peu à l'origine de l'escalade en disant dès le départ, la Russie va attaquer, mais on ne fera rien. Ça, c'était un très mauvais signal. Ils ont compris qu'il ne faudrait pas faire comme ça avec la Corée du Sud. De ce point de vue, Vladimir Poutine reste beaucoup plus dans l'ambiguïté stratégique que Joe Biden, parfois. Tout à fait.
Autre sujet, les espoirs d'une normalisation de la situation politique au Tchad ont tourné court. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, lui-même un fils de l'ancien chef de l'État tchadien, voit son mandat à la tête du pays prolongé de 2 ans, avec la possibilité de se présenter ensuite au scrutin présidentiel. Sujet. Le général devenu président pour la 2e fois. Est désigné président de transition. L'investiture est le début d'une 2e phase de transition de 24 mois. Les autorités disent vouloir mener des élections à la fin de cette période et rendre le pouvoir à un gouvernement civil. C'est lors du dialogue de réconciliation nationale qu'il a été décidé que Mahamat Déby pourrait se présenter. Avec des pouvoirs élargis, le président peut choisir directement son Premier ministre et son gouvernement, ce qu'il a promis de faire prochainement. La 2e phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mahamat Idriss Déby, 38 ans, est à la tête du Tchad depuis le décès de son père Idriss Déby Itno en avril 2021. Idriss Déby était l'homme fort du pays pendant plus de 30 ans. La junte militaire avait alors déclenché une première période de transition il y a 18 mois. À l'époque, Mahamat Déby a promis de prendre exemple sur son père. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. L'investiture a été boycottée par la majorité de l'opposition politique. Des représentants de l'Union africaine ont aussi été absents après avoir exigé la fin de la période de transition. Les représentants de la France et l'Union européenne, quant à eux, étaient présents. C'est contraire aux engagements, Marie-Roger, qui avaient été pris par ce même président de transition lorsqu'il avait pris la succession de son frère. Et nous voilà bien embarrassés. De son père, oui, pas de son frère. Eh bien, c'est très dommage parce que la mort d'Idriss Déby, son père, avait ouvert un nouvel espace politique. Parce que on a vu immédiatement l'arrêt des affrontements. C'est un pays qui subit des rébellions depuis des décennies. Ça fait partie presque de son ADN. Et là, cette mort a arrêté ça. Et on s'est dit, ça y est, les Tchadiens étaient vraiment déterminés à tourner la page, à instaurer des institutions fortes, à se réconcilier. On a senti cette volonté forte, puisqu'on a vu des rebelles historiques comme Timad Erdimi et Nouri Mahamat, qui ont presque pris le pouvoir déjà. Ils ont presque renversé Idriss Déby à 2 reprises, notamment en 2008. Ils étaient aux portes du palais et Idriss Déby avait été sauvé par la France. Et tous ces gens sont revenus. Ils sont revenus, il y avait un pré-sommet à une pré-conférence au Qatar, avec une 60aine de partis politiques, dont ceux qu'ils appellent les politico-militaires. C'était assez ample. Et là, on fait cette conférence avec plus de 1500 délégués. Mais seulement, on a compris assez vite que tout ça servait à légitimer seulement le fils Déby et beaucoup les principaux partis politiques, les forces de l'opposition n'ont pas participé à ça. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient demandé que ce soit souverain. Ça ne l'a pas été, même si on utilise le mot conférence nationale souveraine. Et je dirais que c'est une occasion ratée, parce que la première partie de cette transition, qui va encore durer 2 ans normalement, si tout se passe comme prévu par Mahamat Déby, a été marquée par des violences énormes contre les protestataires. Il y a eu des dizaines de morts, des milliers d'emprisonnements. Ça a été très sanglant. Et donc, je crois qu'on n'est pas très, très rassuré et très optimiste envers la suite du processus. Et voilà qui ne fait pas les affaires de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la France, qui préférait un peu regarder ailleurs, il faut bien le dire jusqu'à présent, en souhaitant que, disons, la situation politique du Tchad se normalise le plus vite possible, car le Tchad, on ne peut pas se permettre de se le mettre à dos. D'abord, c'est quand même un embarras pour l'Union africaine, qui avait établi une charte, comme quoi il fallait qu'une transition ne soit pas trop longtemps prolongée et que les personnalités... Elle dure juste les 18 mois, elle devait s'arrêter maintenant.
participent à la transition ne soient pas éligibles lors des futures élections. Exactement. Donc tout ça vole en éclats quand même. Donc gros embarras quand même au sein de l'Union africaine. Gros embarras effectivement aussi de pays comme la France, parce que les relations avec le Tchad sont importantes. Le Tchad est un des pays qui a une des armées les mieux structurées des pays africains. Et par ailleurs, on a l'impression de revoir un scénario qu'on voyait ailleurs et on se disait peut-être que ça ne va pas se passer comme ça au Tchad. Bon, il y a eu les putschs qu'on connaît récemment en Afrique subsaharienne, où là, la transition est prolongée une fois, deux fois, je dis pas trois fois, mais enfin, voilà. Et là aussi, ça arrive au Tchad. Et donc, finalement, on a l'impression qu'on va assister. Après, il faudra voir comment réagissent les partis d'opposition, les groupes rebelles, etc., à une espèce de succession dynastique, finalement. Et ça, évidemment, c'est pas une excellente nouvelle. Après, des pays comme la France ne peuvent pas se passer du Tchad, quand même. Il faut quand même être très clair, notamment d'un point de vue militaire, dans la lutte contre le djihadisme. Donc, j'ai pas vu d'ailleurs vraiment pour le moment de réaction de la part de Paris. J'ai peut-être ça m'a peut-être échappé, mais ça, le Tchad est un pays emblématique des positions ambiguës et à géométrie variable de la France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et que les Maliens, les Burkinabés, tous ceux qui font des putschs se réfèrent au cas tchadien. Deux poids, deux mesures. Absolument, la France n'a pas condamné, non seulement pas condamné, a semblé adouber donc une succession dynastique. Donc, je crois qu'on va scruter beaucoup la position de la France, dont on ne voit pas trop ce qu'elle a fait pour contrer ce sentiment anti-français, à part de dire oui, c'est les Russes. Malheureusement, les problèmes de la France en Afrique ne se résument pas à la Russie. Ça, c'est par exemple un dossier sur lequel on attend la France. Et malheureusement aussi, je voulais dire que le fils Idriss Déby a fait beaucoup de promesses, mais je crois que sa parole est discréditée, puisque tous les engagements qu'il a pris jusqu'à maintenant, il n'en a tenu aucun. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Roger Billois. Merci également. Bruno Darou, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous dans Paris Direct.